progress. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 11 août 2021, il est 20h02. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Fondation avant de passer la parole à notre cher ami Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens.
Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication, mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais il ne se substitue pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà, je passe la parole à notre ami Aviram pour une belle soirée encore, comme la dernière fois et les précédentes. Merci beaucoup, Joël. Avec plaisir. Alors, ça, quelques clics pour me rendre plus présent encore. Voilà, vous m'entendez et voyez la présentation? Pour moi, c'est bon. Très bien. Donc, on va présumer c'est bon pour tout le monde. Je vous salue bien de San Juan de la Laguna. Il est midi. Une belle journée très ensoleillée, pas de nuages. Au milieu, on est encore dans la mousson. Donc, c'est formidable. Et là, je suis très heureux aussi parce que tout le monde a quitté la maison parce qu'ils ont parti faire des achats et se promener. Comme ça, j'ai la place tranquille pour me consacrer complètement à la multiplication d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais dire deux petites choses. Une, il y avait une discussion parmi nous, c'est-à-dire Joël, Sylviane, Jean-Sébastien et moi. Moi, pas vraiment, mais toutes les autres, pour trouver une autre entrée de vidéo pour nos multiplications hebdomadaires. Donc, j'avais l'idée et je la propose à vous. Si vous connaissez quelqu'un ou vous êtes peut-être un bolé de la vidéo, ça serait formidable si on pourrait faire un générique pour nos multiplications français francophones, fait par des français francophones, au lieu de prendre un truc générique de la Fondation Cash qui est un peu vieillot. Eux, dans les jeudis, vous avez remarqué, c'est très créatif. Ils font chaque jour, même pendant la séance, plusieurs écrans différents, ce qui rend la chose visuellement beaucoup plus attractif. Ensuite, on a le vidéo de Brésil qui est aussi un peu vieux. C'est pas une critique je trouve la vidéo, elle est très bonne et tout, mais ça serait bon pour nous parce que nous représentons le groupe francophone de la Fondation Cash, en fait, du monde entier. Et ça serait bon si on pourrait générer notre propre identité. Voilà, ça c'est une chose. L'autre chose est encore plus important. J'ai pas encore eu le temps de le faire comme une page, un diapo dans la présentation, mais j'aimerais quand même vous rappeler que ces multiplications-là ne sont pas un but en soi. C'est pas que quelqu'un comme Aviram parle, les autres seulement écoutent. Non, c'est plutôt une plateforme sur laquelle nous nous retrouvons tous ensemble, sans aucune hiérarchie, et tout ensemble, on consacre les 1 heure et demie qui suivent pour influer sur la conscience collective qu'elle change.
Ça, c'est très important par les arguments de la Fondation Kirsch que par les arguments de la Science of Eden. Donc, les deux opèrent dans exactement la même direction et il y a plusieurs d'autres qui le font. Et c'est une bonne idée vu que si on regarde la conscience collective qui doit au même gré être soutenue que toute normalisation. Vous savez comment nous tous avons des comme entre guillemets problèmes de normaliser nos situations qui sont pas à la norme ou de créer des événements ou des matériaux. Ça va pas comme ça parce que notre mental, notre conscience n'est pas assez structurée encore pour soutenir le vœu ou le souhait de changement assez longtemps pour qu'il se manifeste. Donc, ça veut dire notre structuration du mental n'est pas encore rendue. Et là, si on regarde toutes les autres, ce qu'on appelle les gens, les gens, ils écoutent même pas Grigory Grabovoy, pas de Kirsch, ils méditent pas, ils font comme regarder la télévision, admettons, travailler, et ils ont des bonnes intentions, mais ils s'engagent pas pour l'évolution de l'humanité en ce moment. Et toute cette énorme masse de 8 milliards de personnes qui ils doivent soutenir les croyances collectives qui sont non constructives de la même façon que nous voudrions soutenir les connaissances nouvelles qui nous arrivent par les deux canaux qu'on utilise ici, le Science of Eden et la science du plasma. Donc, ça veut dire, eux, ils doivent, et pour faire, et eux, parce qu'ils s'engagent pas volontairement, ils mettent pas d'énergie en particulier, donc leur effort individuel, leur puissance individuelle est super faible. Ils y pensent même pas. Donc, tout ça se déroule sur un plan inconscient. Donc, l'énergie qui est là est comme un peu plus que zéro, multiplié par 8 milliards. Et c'est juste ce truc-là, multiplié par 8 milliards, qui fait un effet qui détermine aussi pour nous de voir la réalité souvent par les filtres de la conscience collective. Au même temps, nous que nous travaillons, par exemple, les 1 heure et demie chaque mercredi sur, et à autre occasion selon chacun, sur l'évolution de toute notre humanité dont nous faisons partie, notre énergie, parce qu'on y est consciemment, on veut apprendre et le plus important, les deux choses les plus importantes, nous investissons, nous sommes là avec tout notre amour et ça veut dire on peut véhiculer ou traiter un volume d'informations très important et nous sommes là avec aussi notre joie. On aime faire ça. Et on aime évoluer toute l'humanité dont nous faisons partie. Donc ça, pour rappeler que c'est vraiment très, très important le travail que nous faisons déjà depuis plus qu'un an ou 2 ans, je me rappelle pas, mais depuis un bout de temps. Et c'est pas comme rien, c'est pas juste écouter un webinaire. C'est un travail dans lequel chacun de nous participe activement avec chaque cellule de son être et cœur. Et ça, c'est pour moi magnifique et je me sens superbe de faire ça. Dans cette optique, je vous rappelle aussi, et je rappelle ça à Aviram aussi, que le nombre de participants physiques n'importe pas. Parce que ce qui compte sur ce niveau fondamental, c'est l'intensité
de notre concentration, si on veut, ou de notre présence. J'aimerais plus ça. J'aime pas le mot concentration. Plus notre qualité de présence est beaucoup plus est élevée et adorable. Et au même temps, on est là joyeusement avec notre amour léger et tout ça. Et ça, c'est les conditions et c'est un environnement qui est super oupa dupa propice à changer la conscience collective. Donc, aujourd'hui, on va multiplier le 380, j'ai oublié déjà, le 392e de jeudi passé. Et là, M. Kesh a un tout petit peu parlé ou mentionné que Jésus, à l'époque, il y a 2000 ans environ, il n'est jamais mort à la croix. Et ça, je trouvais de le dire de cette façon, c'est très, très plaisant et fun, parce que non seulement c'est vrai, deuxièmement, toutes les églises, surtout dans l'Amérique centrale où je suis actuellement, l'église, la religion est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus axée sur le corps mort à la croix que à la résurrection. Par exemple, la fête la plus importante que Noël ici au Guatemala, c'est Pâques. Il y a des processions, il y a tout ça. Et pour Pâques, le truc important, c'est le Jésus à la croix, qui saigne, qui souffre, qui fait toutes ces choses-là. Mais c'est pas ça l'important. Jésus ne voulait pas nous enseigner comment mourir terriblement ou comment augmenter la souffrance pour mourir. Non, il voulait nous enseigner ou nous rappeler la capacité que nous avons déjà héritée de notre Créateur dès notre naissance, dès notre conception même, de résurrectionner et de vivre éternellement jeune, qui est la même chose. Dans ce contexte, donc, j'ai appelé cette multiplication. C'est ainsi que Jésus n'est jamais mort sur la croix et M. Kesh a donné les détails comment Jésus a truqué ça. Si vous avez écouté les deux multiplications passées, vous connaissez déjà la réponse. Donc, on va plus plonger dans la coupe numéro 3 et je vous ai retrouvé un cadeau pour la fin. Si ça prend trop de temps de multiplier, j'ai imprimé, j'ai traduit, c'est une vidéo de Anita Moorjani que j'ai déjà utilisé il y a un an parce qu'elle est morte et elle est ressuscitée. Donc, elle a, tout d'abord, c'est un autre exemple que c'est possible la résurrection. Et en plus, c'est une femme. Yes! Si j'ai pas assez de temps à la fin ou trop fatigué ou quelque chose, je ne vais pas vous le lire verbalement, mais vous pouvez à ce moment-là le trouver sur la forme PDF du bulletin. Première nouvelle vient de l'autre volet, la Science of Eden, qui ont fait dimanche passé une PRK1U, c'est l'équivalent de la Science of Eden de la unité d'amélioration universelle de la Fondation Kesh ou de la science du plasma. Donc, ce PRK1U, il est là pour élever les âmes, même propos pour l'unité d'amélioration universelle. Donc, ils ont fait en ligne une convention du monde. C'était diffusé live avec, je crois, en 12 langues.
simultanément. Donc, les intervenants, ils ont donné leur intervention dans leur propre langue et il y avait un traducteur simultané qui traduisait toutes les interventions dans la langue qui était proposée dans les langues principales comme arabe, allemand, français, italien, espagnol, anglais, etc., etc., et russe de toute façon, et les langues slaviques parce que la plupart des intervenants viennent de là. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ça durait toute la journée, c'est-à-dire c'est 10 heures. C'est comme une intervention concentrée mondiale sur la conscience collective tout un dimanche. Après, ils ont laissé, comme tout le monde qui était inscrit, ils gardent les enregistrements de presque 10 heures à notre disposition pour 28 jours. C'est génial. Et pour l'événement live, il y avait 5000 participants. Donc, je suis super content de cet événement. J'ai déjà écouté la moitié parce que je peux pas parce que ça commence, si c'est 10 heures de Paris, ça commence à 2 heures le matin. Et moi, je suis pas un huard ou quelque chose. Je suis plutôt un être de jour. J'aime me lever, faire mon yoga, après déjeuner et après je travaille. So, mais alors comme ça, je suis super content que je peux écouter toutes les interventions en différé. Excusez. Et ainsi en profiter et pour partager ça avec vous dans les multiplications du mercredi. D'ailleurs, il y avait comme deux périodes, une période où apparaissait Grigory Grabovoy live. Dans une séquence de 1 heure environ, il a répondu à des questions qui étaient posées auparavant. Dans la deuxième partie, j'ai pas encore écouté, je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Mais la première, il y avait une question qui se référait au corona. Et il a dit, il a rappelé, vous vous rappelez comme il y a 1 an, avant même 2020, je vous avais annoncé qu'il va avoir une maladie, une pandémie qui va avoir son origine en Chine et qui va être utilisée par beaucoup de intervenants, maintenant, pour leur propre but, qui ne sont pas nécessairement dans le principe ou dans le salut global. On va dire ça comme ça. Donc, non seulement M. Kesh est tout à fait au courant, mais Grigory Grabovoy du même gré. Là, je me rappelais dans la série des livres La vie des maîtres de l'Orient lointain, en cours La vie des maîtres, dans un des livres, il décrit, parce qu'il a la question, les maîtres, ils sont parmi nous depuis comme toujours, donc ils ont des âges autour de 2400 ans, et ces maîtres-là forment une fraternité. Cette fraternité, c'est pas un organisme humain. C'est-à-dire, ça ne fonctionne pas sur le plan légal. C'est juste, quand tu es, admettons, illuminé, tu automatiquement es dans ce conseil-là, dans cette fraternité-là, où il y a aussi des femmes. Donc, fraternité, c'est comme un drôle de mot pour la langue française parce qu'on ne peut pas dire sororité. Sûreté. Oh, c'est encore pire. Donc, et je crois depuis que M. Kesh et Grigory
et autres font partie de cette fraternité parce qu'ils ont une connexion comme une ligne rouge avec le Créateur tout le temps. Un état d'âme ou un état d'esprit que nous tentons atteindre également. Voilà, alors encore un grand merci à l'équipe. C'était surtout organisé ce meeting par Hélène Laporte et son mari qui s'appelle Patrick Bernet. Il est suisse. Vous le voyez sur l'image à droite de Grégory Grabovoy. Donc, merci encore et je suis très content que les milliers une science et les milliers de multiplicateurs de l'autre science tirent du même bout de la corde. C'est très, très, très joli. Ensuite, Monsieur Kesh est très content parce que, effectivement, la présidence de l'Iran a changé et les premiers signes que ça va aller beaucoup mieux maintenant étaient déjà contenus dans le discours d'inauguration, s'appelle. Là, le monsieur que vous voyez ici, c'est le nouveau président qui s'appelle Ibrahim Raisi. Et lui, vous voyez, il lâche un pigeon de paix. Ça, c'est truqué par Aviram. C'est pas béni par la Fondation Kesh, ni par Ibrahim Raisi pour ça. Voilà. Mais quand même, c'est valide. Alors lui, dans son discours, c'est le premier président depuis, je sais pas, 20 ans peut-être, qui n'a pas basé son discours sur la haine des Américains, la haine des surtout Israéliens et autres. Il a plutôt basé son discours sur la nécessité de rebâtir l'Iran ou la nation d'une façon qu'elle peut redevenir une avant-garde mondiale. Et c'est exactement ça, le point de connexion avec la Fondation Kesh et avec Monsieur Kesh, qui voudrait que l'Iran se rend prêt à la diffusion des nouvelles technologies. Et cette diffusion mondialement, Monsieur Kesh prévoit de les faire de cette plateforme qui existe déjà, qui s'appelle 5 pour 1. Et il veut la agrandir, que finalement, toutes les nations mondiales y participent pour diffuser toutes les technologies que M. Kesh a dans son pétro. Et vous avez, comme il parle depuis 2 fois, les 2 dernières fois déjà, d'une nouvelle entité verticale qui va être capable de régler ou d'introduire la nouvelle technologie de transport. Et transport, vous savez, c'est un grand mot. Le transport, ça inclut non seulement le transport de choses, vos commissions chez Carrefour ou chez, je ne me rappelle pas l'autre magasin, ou chez Amazon ou chez whatever, mais ça comprend aussi le transport des êtres comme des animaux, des êtres humains et tout ça. Et ça comprend aussi le transport d'informations qu'on appelle aussi la communication. Donc tout ça va se révolutionnaire. Et pour ça, M. Kesh a dit, nous, les gouvernements, nous engageons, nous garderons les gouvernements mondiaux tellement engagés avec des nouvelles technologies que le mot guerre va, comme ça, comme un effet secondaire, simplement disparaître du vocabulaire parce qu'on est trop occupé à parler comment nous allons rendre notre vie plus plaisant et plus profond et plus joyeux et plus aimant qu'on on pense même on pense
on n'a plus le temps de penser à des conflits et des agressions et des blablabla. Bla, bla, bla. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Kabbale parce qu'elle a besoin que tout le monde écoute les nouvelles et se fâche contre, comment il s'appelle, Macron ou Macron, je me rappelle pas non plus. Ensuite, cette unité d'amélioration universelle, elle me rappelle un peu un jeu que peut-être ça existe en France. Je l'ai vu quand j'étais la première fois à New York. Il y avait un noir qui a posé une table dans une place publique et il a fait ce jeu qui s'appelle Now You See It, Now You Don't. En français, maintenant vous le voyez, maintenant vous ne le voyez pas. Alors, il y a comme un dé rouge qui est trois couvertures ou petits pots identiques. Et qu'est-ce que lui va faire? Il va montrer le pot sous lequel se trouve le dé rouge. Il va le refermer. Après, il va changer les pots de place avec ses deux mains. Alors, il a beaucoup fait d'exercices pour ça, donc il est très habile. Ça va très, très, très vite et il parle au même temps et il essaie à dévier l'attention parce que tous les spectateurs, tu peux gager comme $10. Si tu lui donnes $10 et après tu dis le dé est sous ce pot-là et il est sous ce pot-là, il te donne 20. Alors, il met en gage. So. Mais là, il y a un petit moment quand on lâche sa concentration, on perd le fil et on ne sait plus. Bien que ça m'est arrivé, je l'ai fait. J'étais sûr il est sous ce pot-là, il n'était pas. Et il n'a pas fait des tours de magie. Il a juste il a dit il faut faire attention à la police. Et là, il a fait prononcer le mot police plus fort. Et là, j'ai pour une fraction de seconde regardé autour de lui. Et pouf, j'ai perdu le fil. Ça fonctionne comme ça. Alors, l'unité verticale de transport ressemble à ça parce que justement, on peut faire ça avec les choses. Alors, tous les éléments matériels ainsi que tous les éléments vivants comme nous-mêmes, on peut les faire apparaître et faire disparaître rapidement. En fait, plus que 100 milliards de fois par seconde. Ça, c'est très rapide. Donc, si on arrive à faire ça, ça crée beaucoup et si le voyagement se fait comme ça, admettons, quand ça arrivera, Aviram, il ne va pas faire ses multiplications à San Juan la Laguna, il va faire ses multiplications une fois chez Joël, une autre fois chez Jean-Sébastien, une autre fois chez Catherine, une autre fois chez Yves, une autre fois chez Gilles et ainsi de suite. Et de cette façon-là, et vous aussi, ça prend peut-être une plus grande salle ou pas. En plus, si on arrive, admettons, on est 20 et j'imagine que Joël n'a pas une salle de conférence chez lui, juste son salon. À ce moment-là, on va juste se tweaker un peu pour apparaître plus petit. Comme ça, on peut prendre place sur le plancher. Aviram aussi, il va être petit. Il est de toute façon pas petit. Et à ce moment-là, la place, où on a grandi la maison, il n'y a rien là. Là, je vous ai montré une deuxième difficulté. Vous voyez la face d'Aviram à gauche et la face d'un jeune homme guatémaltèque à droite. Et j'ai truqué j'ai superposé les deux images et
j'ai tweaké un peu avec la transparence qu'on voit comment Aviram, il se rematérialise quand il revient de Joël, ou de sa maman, il se rematérialise ici à San Juan autant que guatémaltèque, parce que je veux parler la langue, je veux parler tsutuchil, je veux ne pas apparaître comme un gringo, je veux être un égal parmi eux. Et je veux pas il y a des réserves, il y a des peurs, il y a étrangers, pas étrangers, toutes ces choses-là de racisme quelconque, je voudrais que ça soit balancé. Mais qu'est-ce que ça fait? Le passeport est devenu superflu parce que un passeport, il y a plus de, un passeport ne peut pas se faire avec des émotions. Bien que ça serait intéressant de poursuivre ça. Comment je peux identifier une personne émotionnellement et fixer ça sur une bande magnétique, sur une carte comme une carte de crédit? Ça serait intéressant. Euh, Vous avez vu la transformation d'Aviram. Alors, cette transformation, ça veut dire une photo de passeport veut absolument rien dire. D'autant plus que quand Aviram se déplace de San Juan la Laguna à Enstorf chez sa mère ou à Bordeaux chez Joël, il ne va pas franchir aucune frontière. Donc, de contrôler euh, combien de juste faire une recension, de compter combien de citoyens un pays a, c'est complètement impossible parce qu'on ne sait pas où ils sont et on ne sait pas est-ce qu'ils ont pour le moment matériel ou plasmique ou non, c'est devenu, ça c'est un super exemple qui nous montre comment la cabale doit pédaler si fort maintenant parce qu'ils ont tellement peur que ça arrive et ça va arriver, je vous le jure. Qui est Aviram de jurer ça? Aviram, c'est un comme vous, il ne jure, il ne sait au fond, comme vraiment honnêtement, il sait rien. Il sait pas que ça va arriver. Il a juste comme un feeling que ça va arriver. Et encore plus, il a tellement hâte que ça arrive. Et il se réjouit tellement maintenant déjà que ça va arriver quand ça voudrait arriver. Et je suis sûr, hein, là, Aviram, là, il est sûr que de cette façon, il est sûr que ça va arriver. Et c'est pas une question de de sûreté rationnelle. C'est justement une question émotionnelle ou sentimentale parce que cet domaine-là nous donne la possibilité que ça devient une réalité tangible. Wow, Aviram a pris 2 cafés ce matin. Ensuite, M. Kesh a parlé de 3 items qu'il a développés pendant les derniers plus que 15 ans, je crois. C'est la bouteille de Coke qui contient, vous voyez à droite en bas, comme un truc, comme un disque avec une tige. Monsieur Kesh appelle ça parachute. Donc, il y a des parachutes qui ont cette forme-là, d'autres qui sont carrés ou comme une tige. Et ils ont placé dans différents positionnements. Ils ont plaqué ou traité et formé de différentes façons parce qu'ils ont des buts très, très, très spécifiques. Et cette bouteille-là, elle aussi, dans ses explications, ça, on ne peut pas éviter de penser à la coupe de l'univers. Donc, et je crois, elle a aussi dit que cette bouteille de Coca-Cola contient tout l'univers.
Après, à droite, vous voyez la boîte. C'est comme, vous vous rappelez, avant les cellulaires, il y avait des petites caméras Kodak avec des vrais films celluloïdes. Et fallait prendre, quand le film est fini, on le rebobine dans sa boîte et cette boîte doit être mise dans une petite boîte en plastique noir pour le donner pour le développement. Et il a pris cette petite boîte-là pour mettre un genre d'électrode comme dans la bouteille de Coca-Cola pour en créer une batterie qui est inépuisable. Je crois qu'elle a fourni 1,2 volts pour l'éternité. Donc, ça veut dire si on a besoin de plus, on a juste à mettre en série ou mettre en parallèle un tas de batteries comme ça et on a une source d'énergie inépuisable. On le raccorde un magraphe qui va augmenter encore la puissance. Donc, on est off-grid comme ça. Et il n'a pas donné les détails, il n'a pas donné les dimensions, il n'a pas donné comment bobiner les choses, il n'a pas donné comment on va nanoplaquer. Il faut nanoplaquer ça. Il a juste dit, ouais, ça dépend pourquoi vous voulez utiliser ça. Donc, il revient toujours à la même phrase. Que tout dépend de nous et parce qu'il est très tanné, ça c'est québécois, pour dire il en a marre de nous quand nous voulons, sont toujours après lui. Oui, oui, c'est une bonne technologie, mais donne-moi tous les détails, comment fabriquer toute la recette en détail, que je puisse la faire chez moi et me réjouir comment ça fonctionne bien et j'ai plus besoin de payer ma facture d'électricité. Il a écrit, mais t'as compris comment ça fonctionne? Mais non, je vais juste la copier. Non, non, merci. Il a aussi une autre boîte qui s'appelle la boîte de l'univers qui est vide. Elle n'est pas vide de tout, elle est juste vide comme notre âme de matériel. Elle est remplie jusqu'à craquer avec des champs magnétiques gravitationnels. Donc, ça, c'est un autre truc. Et tout ça, il faut pas oublier que notre enseignement, on est comme des disciples dans une école. Et cette école, elle a clairement le but, comme à la fin, il y a le baccalauréat ou le diplôme. Hein? Et le diplôme, c'est exactement d'être à la même hauteur que le créateur. C'est ça le but de l'exercice. Et toutes les sujets, les expérimentations scientifiques, avec la nouvelle science de Eden, avec la nouvelle science du plasma, c'est juste des sujets qui font partie du curriculum. On ne va pas à cette école pour copier un truc d'énergie libre. Pourquoi pas? Parce que si on s'arrête là, on ne fait pas le pas évolutionnaire. Si on ne fait pas le pas évolutionnaire, on va mourir. Faut que ça rentre très clairement dans la tête d'Aviram. Si tu fais pas ton pas révolutionnaire maintenant, tu vas mourir. Tu veux? Je sais pas. Non. Ouais, voilà. Donc, si tu veux pas mourir et recommencer 1500 fois un même genre de vie, va à l'école, fais toutes les expériences qui font partie du curriculum, ne pas pour juste te taper sur les épaules, dire je suis capable de faire une génératrice d'énergie libre. Comment je suis génial. Non, c'est une partie, après tu fais d'autres et à la fin, quand on a le diplôme, quand on reçoit nos diplômes par qui? Par nous-mêmes.
À ce moment-là, l'énergie est aucun problème parce qu'elle est là et on l'utilise et on est tellement avancé qu'on n'a plus besoin d'utiliser l'énergie et toutes les gadgets techniques d'une façon aussi grossière qu'on le fait aujourd'hui. Pourquoi je dis grossier? Mais regardez un cellulaire. Je peux communiquer avec une autre personne par télépathie. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans un magasin, acheter un cellulaire. Après, je dois acheter un contrat. Et pour le contrat, j'ai besoin d'une identification de moi. J'ai besoin de payer. J'ai besoin de remplir un tas de papiers. Après, je dois plugger mon cellulaire dans une prise pour le charger. Après, je dois me connecter. Je dois créer des mots de passe et des identités multiples. Et après, je peux enfin taper un numéro en espérant que l'autre répond à mon appel et espérant que mon appel va être capable de lui communiquer exactement ce que je veux lui communiquer et il va le comprendre. Ça, j'appelle grossier. Plus sur ça un peu plus tard. Dans le thème principal de cette multiplication, comme le thème principal, de jeudi passé, c'était encore la coupe de l'univers. Et là, ça a transpiré très clairement que cette coupe de l'univers, elle nous fut donnée, ça c'est pas si simple, hein, wow. Elle nous fut donnée par le Créateur pour garantir le développement harmonieux et éternel de tous. Garantir. Ça ne veut pas dire donné par le Créateur pour rendre possible. Non, c'est pour garantir. So. Et dans ce contexte-là, Aviram a trouvé quelque chose et l'initiateur, le premier trouveur, c'est Paolo, notre collaborateur qui traduit toutes les multiplications dans le bulletin en italien fidèlement. Lui, il s'intéresse de toute évidence ce qu'on appelle crop circle. Vous voyez les dessins que vous voyez quand vous êtes dans les airs, dans un avion ou dans un drone, et vous regardez, ça se passe beaucoup en Angleterre, où les champs, il y a tout à coup, il y a des dessins géométriques dans un champ. Donc, il a regardé un article sur des champs crop circle récents et il a dit, mais c'est exactement la coupe de l'univers. Donc, vous avez au centre les deux triangles, c'est le cuivre nanoplaqué et le zinc nanoplaqué, tous les deux bobines. Et avec la boule qui est le sentiment au centre duquel se trouve l'âme. Ça, c'est le cercle. Autour, vous avez comme les deux points cardinaux, vous avez le fer, la plaque de fer galvanisée, la plaque de fer galvanisée plaquée et non plaquée, est-ouest, et nord-sud, vous avez le fer tout court plaqué et non plaqué. Entre les deux, à gauche, vous avez le zinc et la plaque de zinc et bobine de zinc nanoplaqué. Vous avez à droite la bobine de cuivre et cuivre nanoplaqué. Donc, ça veut dire quoi? C'est très simple. Ça veut dire que celui qui fait les crop circles fait partie de la même gang que M. Kesh. Est-ce que ça veut dire M. Kesh fait les crop circles? Non, ça veut peut-être il s'amuse dans la nuit de faire des crop circles.
comme artiste, hein, son côté artistique et créatif. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre de la communauté universelle qui fait ça. Et ça veut dire si la communauté universelle fait des crop circles sur la planète Terre, c'est-à-dire en toute évidence pour nous, mais seulement quand vous vous promenez, vous voyez rien. C'est-à-dire qu'on reste sur le même niveau de l'existence matérielle, on ne voit pas cet message-là et on ne peut rien comprendre. Il faut, pour être capable de voir les crop circles, il faut se élever. Hein? Élever. Oui, il faut se élever et là, on voit tout ça par en haut et on dit, mais waouh, c'est magnifique. Donc là, tout le monde de la communauté universelle nous envoie les mêmes choses, les mêmes messages. Et Aviram, il a trouvé comme par hasard, il voulait, qu'est-ce qu'il voulait déjà? Il voulait, il voulait une image de Jésus entouré par les apôtres. Et là, il a trouvé cette image-là, qui est la même structure, la même configuration des apôtres. Comme si les apôtres, alors il y a comme 2, 4, 6, 8, 10, 12 parties, 12 apôtres, il y a 12 signes dans le zodiaque. Ça devient maintenant très ésotérique, on ne va pas aller là. Parce que nous sommes des multiplicateurs de sciences et non des, comment on appelle ça, New Age dudes. Alors là, on voudrait, Monsieur Kesh nous a aussi rappelé de la partie centrale de la coupe de l'univers, qui est le zinc, bobine de zinc et cuivre tous les deux nanoplaqués, avec le sentiment et avec l'âme. Il a dit, c'est ça le centre du centre. Le centre du centre dans le corps humain, c'est le cerveau. Hein? Le centre, c'est le cerveau. Le centre du centre, c'est le centre du cerveau qui est le siège de l'âme. Et tout d'abord, je crois dans le générique qu'on voit avant les multiplications, il y a une petite citation de Monsieur Kesh que tout se trouve dans la tête ou le cerveau de l'homme. Donc, ça veut dire, et qui fait ça? La partie centrale qui décide, c'est-à-dire cette cuivre, zinc, tous les bobines nanoplaquées. Ou par notre cerveau. Nous décidons la manifestation, c'est pas notre souhait, qu'est-ce qu'on souhaite normaliser ou créer. Et ensuite, c'est l'âme et le créateur qui s'en occupent de sa réalisation. C'est en fait aussi la même façon que comment la création de réalité est expliquée par Abraham Hicks, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui parle souvent ou qui enseigne beaucoup la loi d'attraction. Donc, une citation de M. Kesh dans le contexte, il ne s'agit plus du cuivre ou du zinc. Il ne s'agit plus des choses, des composants matériels. Comprendre la structure du schéma du calice, ça c'est québécois, du calice de l'univers est bien plus important que les composants physiques. Donc, il nous a donné la coupe de l'univers. Non, et c'est pas le plus important de ça, ce n'est pas fait là. C'est pas l'affaire qui est important. L'important, c'est de comprendre comment elle fonctionne pour que nous puissions faire les mêmes choses comme ça.
parce que la compréhension de la technologie, elle est plus importante que la technologie elle-même. C'est ça ce que je voulais dire aussi au début quand j'ai dit on n'est pas dans cette école pour apprendre comment faire des cultivations de grappes et des raisins pour faire le meilleur vin du monde. Oui, c'est très bon et c'est louable et c'est fun et c'est plaisant et on veut faire ça, mais c'est pas le point principal. Le point principal, c'est de comprendre comment les boules de Gans, les anneaux de plasma liquide, les réacteurs, qu'est-ce qu'on peut pas mettre dans une culture de raisin ou de grappe, culture de vin finalement. C'est important de comprendre comment ils interagissent avec les plantes, comment ils interagissent avec les bibites, comment ils interagissent avec l'atmosphère et la terre, et c'est quoi les effets. Parce que comme ça, on peut comprendre comment, par l'exemple des raisins et des grappes, comment les règnes vivants, comme les plantes, les animaux et nous, sont créés, comment ils croient et comment ils vivent. Une fois on a compris comment l'être humain, par exemple, est créé, comment un raisin est créé, comment il croit et comment il fournit et fait tout ce qu'il fait. À ce moment, nous pouvons le faire aussi parce que nous sommes déjà les créateurs de ça. Ensuite, un autre sous-chapitre sur l'inertie. L'inertie, très important, vous vous rappelez, l'inertie au départ de la science du plasma décrit l'environnement qui décide l'amplitude ou la gamme de choses matérielles qui peuvent être créées à un endroit spécifique. Ensuite, M. Kesh nous a indiqué que en fait, notre âme peut prendre cette partie-là. C'est-à-dire, nous pourrons décider sur la création de tout élément en créant d'abord un environnement qui est propice à la création de cet élément souhaité. Donc, ça veut dire on n'est plus limité par les conditions sur la Terre. On est maintenant, parce qu'on peut créer, par l'exemple de la coupe de l'univers, tous les environnements qui existent dans tous les univers pour créer n'importe quoi qui est nécessaire et souhaité par notre âme et nous dans un contexte du salut global. Ça, c'est important, il ne faut jamais oublier ça. Donc, si on regarde, jusque maintenant, cette énergie, on a plus la traiter sur le plan matériel. C'est-à-dire, elle va décider si un élément se crée dans l'environnement terrestre, par exemple, proche de la surface de la Terre, ça peut être soit solide, soit liquide. Donc, les deux états de la matière que nous connaissons. Le troisième état est plus dans les élévations plus hautes de l'atmosphère ou plus des éléments dans un état d'être ou agrégat, état de matière gazeuse se sont formés.
Là, il a dit, ça c'est dans la coupe de l'univers, on a la plaque de fer non galvanisée en haut qui représente l'inertie. On a le fer nanoplaqué, la bobine en bas qui représente la gravitation. Si on ajoute un autre élément où j'ai mis le point d'interrogation, si on ajoute ça, on change et on ajoute ça et ça interagit avec l'inertie et la gravitation, ça va changer l'inertie et par la suite, parce que toute la coupe, tous les éléments de la coupe sont en interaction, ça va changer aussi l'inertie globale de la coupe. Donc ça, c'est la façon comment on peut expliquer que nous sommes capables, une fois qu'on a compris totalement la coupe de l'univers, on peut créer vraiment n'importe quoi. Et à ce moment-là, notre vision est détachée du plan matériel parce qu'à ce moment-là, on peut aussi créer des éléments tout à fait sur le plan plasmique sans aller plus loin pour les condenser dans une forme matérielle. Donc, un autre incitatif pour nous séduire de plus regarder les champs, de s'occuper plus des champs que des formes matérielles. C'est aussi parce que si on veut voyager dans l'espace et on voit comme un nébula très loin qui est très, très attirant pour nous, notre âme va nous dire, notre clairvoyance, il n'y a pas de physicalité pour nous possible à cet endroit-là. Ça veut dire, et on veut aller quand même, ça requiert qu'on peut se matérialiser entre guillemets. Alors, on peut rendre sa présence à cet endroit étant en forme plasmique et non matérielle. Donc, il faut comprendre la forme plasmique et dépasser l'état où on dit tout ce qui n'est pas visible n'existe pas. Ça veut dire que si on fait le voyagement par l'âme, après la phase de dématérialisation, tout est fini parce qu'on ne croit plus qu'on existe. Voilà. Donc, cet nouveau élément, elle change l'inertie collective de tous les systèmes. Elle change par la suite, ça équivaut d'un changement d'environnement. Ça change tout le système et par la suite, ça change la manifestation. Et ça n'a pas besoin d'être fait par un autre élément. Par exemple, un métal qu'on ne connaît pas sur la planète Terre, mais qui existe sur Andromeda. Donc, ça prend pas cette chose matérielle, ce composant matériel. Ça prend juste cette, si on veut, énergie ou cette caractéristique que je veux atteindre. Et caractéristique, ça veut aussi dire un point précis dans l'espace-temps. Et ça nous rappelle évidemment, parce que ces connaissances-là font la base pour le jeu de Now You See It, Now You Don't, et ça fait aussi l'explication de pourquoi Jésus n'est jamais mort sur la croix. C'est un conte de fées, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout d'abord, il a essayé avant dans sa vie d'enseigner tout ce qu'il savait à ses apôtres, c'est-à-dire à nous.
Et nous avons notre capacité ou notre intelligence de prendre le tout qu'il a offert n'était pas à sa hauteur, à l'auteur de Jésus. Donc, on n'a pas tout compris. On a peu compris. On n'a tellement pas compris qu'il a dit, oh, je dois, comment j'explique la résurrection et la vie éternelle à vous? Comment je fais ça? Et il a conclu, je crois, je peux pas l'expliquer comme ça. Je peux pas juste me dématérialiser ou marcher sur l'eau. J'ai essayé tout ça. Apparaître, réapparaître, j'ai essayé. Ça donne pas. C'est pas compris. Soit ils ne voient pas, soit ils ne comprennent pas comment faire. Alors là, il faut que je passe par le chemin matériel. Donc, faudrait que je fais maltraiter le corps physique jusqu'il il meurt, c'est-à-dire jusque l'âme se sépare de la forme physique et retire l'âme de la forme physique à l'intérieur d'elle-même. C'est ça ce qu'on appelait auparavant l'état de mort. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a laissé toute cette magouille humaine de basse intelligence se produire jusque le corps est cloué à une croix. Après, il a juste retiré l'âme et pas en réalité l'âme de la forme physique au même temps du corps. Donc le corps, on ne pourrait même plus dire c'est son corps. C'est un corps. Et ça, c'est une bonne idée pour tout le monde. Quand quelqu'un qui meurt, le fait de mourir, ça veut dire l'âme, avec l'âme de la forme physique, se retire, se sépare du corps. Et à ce moment-là, le corps, c'est juste un tas de matière. Peu importe ce que nous pensons. Donc, pas besoin de le enterrer avec une pierre tombale qui va orienter toutes les gens qui te connaissent même plus à ta tombe. Pourquoi ils y vont de toute façon pas. Alors, Jésus a fait la même chose. Il a retiré son âme et il a fait réapparaître son âme. Après, il a fait disparaître le corps complètement dans le tombeau. Alors, les hommes, ils ont défait le corps de la croix, ils l'ont schleppé dans une caverne, ils ont embaumé, ils l'ont enveloppé dans des propres tissus, ils l'ont lavé, ils ont mis dans le tombeau là, une caverne, ils ont mis une très très grande pierre devant pour fermer le tombeau et ils ont allé dormir. Ouais. Le lendemain, les femmes sont venues, la pierre était déroulée de l'entrée était ouverte, il y avait la lumière, il n'y avait plus de corps. C'est pas des miracles. Maintenant, on sait, la lumière apparaît. Pourquoi? La lumière correspond à la phase de transition entre le plasma et la matière. Donc, avant que je rematérialise mon corps, il va passer par lumière. Donc, en ce faisant, en me rematérialisant, quand je fais mon voyage astral ou mes voyages de par l'âme, ma réapparition est comme annoncée par lumière. Même chose que Jésus. C'est pas parce qu'il est le soi-disant fils de Dieu
que c'est seulement lui qui peut faire ça. Bullshit. Tout le monde peut faire ça. Faut juste se rappeler et croire qu'on peut le faire. Notre seul problème, c'est ça. Parce que ce centre de la coupe de l'univers, le centre entre les deux trucs de métal nanoplaqués, c'est les émotions, les sentiments et l'âme. Et c'est ça, nous, les protagonistes des pays industrialisés postmodernes, le plus grand problème que nous avons, en fait, le seul problème que nous avons tous est qu'on est complètement déconnecté de nos émotions. On parle toujours pas de nos émotions. Et c'est hyper duper important de se virer de bord, de commencer petit par petit pas, de le faire, de se réapprivoiser des émotions. Beaucoup de peuples indigènes, comme les Guatémaltèques, les Mayas qui vivent ici à San Juan, ils ont beaucoup plus, on voit les émotions beaucoup plus dans leur visage, dans leur comportement, ils rient beaucoup. C'est normal, c'est dans leur vie. Et quand je me rappelle, quand je prends le métro à Paris, il y a personne qui rit, personne te regarde et blablabla. Hein? C'est mort. C'est ça. Une vie sans émotion est mort. Là, le monsieur qui est sans émotion, il est juste un nerd, un intellectuel. Donc, c'est ça le travail, le grand travail que nous avons à faire. Par la suite, M. Kesh a parlé des applications médicales de la coupe de l'univers. Ça nous rend tous nos membres ou les parties de notre corps tout court invulnérable. Si on comprend comment le corps est fait. Parce que si et ça c'est très très important pour Catherine. Alors, même si quelque chose, une blessure ou un dommage arrive sur le plan matériel, sur le plan physique du corps, comme vous voyez sur l'image, quelqu'un se coupe son bras. Ou quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'autre qui coupe quelqu'un d'autre bras, ou on ne fait pas attention, on travaille avec une scie, une table de scie, et on se coupe le bout du index. Toutes ces manipulations, les changements sur le plan matériel ont aucune incidence sur le plan transition, ni sur le plan fondamental. C'est juste le plan matériel qui reflète ce changement. Et et vous savez que le plan matériel a un taux de rafraîchissement de 10 à la puissance 17 fois par seconde. Et son rafraîchissement, il le fait par rapport à l'original qui est sur le plan fondamental, qui ne peut pas être altéré, qui est toujours jeune, en santé éternellement. Ça veut dire la seule façon comment déjà on peut se faire couper un bout de doigt ou quelque chose d'autre réside entièrement dans notre ferme croyance, dans la croyance collective que il n'y a que le plan matériel. J'ai vu avec mes yeux charnels que mon bout de doigt est dans un autre endroit que le reste de mon corps. En réalité, ça pourrait être, le corps se rafraîchit à 10 puissance 17 fois, 100 milliards de fois par seconde. C'est-à-dire, le premier 100 milliardième de seconde, le corps, si on n'intervient pas, va se réorienter à l'original
et va reconstruire le doigt comme s'il n'était jamais coupé. Donc, pour garder le doigt coupé, ça prend un effort décidé décidé et engagé de notre part de croire à cette croyance collective qu'il y a juste le plan matériel qui existe. Et si j'ai observé avec mes yeux charnels que le bout de mon doigt s'est détaché de mon doigt, c'est ça la réalité et rien d'autre. Je dois garder ça pendant tout le temps que c'est est. Si je lâcherais ça comme un 100 milliardième de seconde, le doigt serait tout de suite remis à sa forme originale. Là, on voit la force on voit au même temps la force de la croyance collective et on voit au même temps aussi la faiblesse parce que c'est lié à un effort. C'est pas un procédé naturel, pas du tout. Donc, la même chose pour la sclérose en plaques, la même chose pour toutes les autres maladies. Le corps est complètement capable de se restaurer 100 milliards de fois par seconde. Si on garde les symptômes d'une maladie, ça veut seulement dire on les garde par un effort. Et il faut trouver à ce moment-là comment je fais, qu'est-ce qui se passe dans mon mental que je garde cette croyance religieusement. Voilà, communication. La nouvelle... Ça, c'est tout à fait vrai. Ah. Parce que moi, j'ai plein de matériel dans le corps. J'ai des chaînes dans le bassin, des vis, j'ai tout ce que tu veux. Et je me comporte comme quelqu'un qui a rien. Voilà. Parce que j'ai rien dans ma tête. J'ai rien. C'est ça. Et ça peut même aller si loin qu'à un moment donné, quand ça va jamais arriver que Catherine meure, parce que c'est devenu impossible, parce qu'elle est éternelle maintenant. Mais admettons juste pour penser, elle meurt et elle se fait obduquer parce que les gens disent mais elle devrait avoir par les papiers des vis dans le corps. Et on fait pas obduction, on fait juste un scan. Et le scan montre aucune vis. Parce que magnifique. Oui. Donc pour la communication fonctionne de la même façon. Normalement, la communication que nous entretenons conventionnellement, c'est deux personnes qui se parlent et la personne qui parle a le besoin que l'autre personne comprend exactement la chose de laquelle la première personne parle, qu'elle se fait comprendre, entendre non seulement, mais aussi comprendre. Ça, c'est souvent le cas et souvent pas le cas. Donc, le moyen de communication sur le plan matériel est plein de failles, fonctionne mal, et compliqué que j'ai déjà expliqué avec le cellulaire. Donc, le paradigme sur lequel la communication matérielle est basée, c'est deux êtres vivants, deux êtres humains, admettons, chacun avec son âme, qui ne joue aucun rôle, qui est juste là comme un halo. Et un dit, tu sais ce que je veux dire? Et l'autre répond, hein? C'est ça, ce qui arrive la plupart dans nos conversations. Ça peut être des conversations entre amoureux, ça peut être des conversations en famille, ça peut aussi être, et ça va aussi être la communication entre les gouvernements et son peuple.
Quand Macron ou Macron, comment il s'appelle, dit vous savez ce que je veux dire? Et le peuple dit hein? Ça, c'est la vérité. S'ils disent oui ou ils disent oui, ils mentent. L'autre forme de communication est basée sur un autre paradigme qui est nous avons accès à notre âme. Nous avons juste une âme. Nous pouvons être 8 milliards, 8 trilliards ou 8 quadrilliards d'êtres humains. On va juste avoir une âme parce qu'il n'y a juste qu'une âme. Et à ce moment-là, il n'y a même pas de communication parce que le prérequis pour la communication, c'est que celui qui envoie le message, celui qui reçoit le message sont deux entités séparées et différentes. Ce n'est plus le cas. Une fois on a accès à l'âme, cette séparation n'y est plus. S'il n'y a pas de séparation, ça nous donne un état comme si l'autre auquel j'aimerais transmettre une information est moi. Et en moi, il a le même accès à toutes les pensées, tous les sentiments, toutes les émotions que je peux jamais avoir et j'ai jamais eu. Donc, à ce moment-là, j'ai pas besoin de penser même à l'autre. Je peux penser à quelqu'un d'autre et à une chose, un paquet d'informations, et là, au même moment. Et ça fonctionne déjà maintenant, sauf parce que nous souffrons comme un Alzheimer amyloïdal, Alzheimer de l'âme. On ne sait pas comment atteindre notre âme. De cette façon, on a juste oublié et on ne peut pas accéder. Mais ça se fait de toute façon. Dans quelques moments, on le voit que on pense à quelqu'un et le moment après, le téléphone sonne et c'est cette personne-là. Ou quelqu'un nous dit quelque chose et on sait exactement qu'est-ce qu'elle veut dire avant qu'elle ne parle. Voilà, donc la communication se fait remplacer par la communion. Voilà. Ensuite, il a élargi encore grandement l'éventail des possibilités de fabriquer la coupe de l'univers. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? On pourrait créer des fois, au lieu de faire une bobine et la plaque un autre endroit dans la coupe, on pourrait faire du même matériau, cuivre ou zinc ou un autre, la première partie en haut, c'est la bobine, en bas, c'est la plaque. Ou l'inverse. Ou on peut faire après, on pourrait faire plaquer les deux, pas plaquer les deux, plaquer juste en haut ou plaquer juste celle en bas. Ou on pourrait, et ça, il a dit, hein? Il a dit même, vous pouvez ne pas plaquer aucune, mais seulement avoir l'intention qu'elle devrait se comporter comme si elle était nanoplaquée. Vous avez entendu ça? Ça dépasse clairement du plan matériel. On n'a pas besoin de plaquer des matériaux. On a juste besoin, ce qu'on veut en fait, c'est que cette chose se comporte comme nanoplaqué. Ensuite, on pourrait, qui nous limite à des plaques solides ou à des fils pour bobiner, solides aussi, on pourrait prendre des formes tubulaires. Donc, on fait une bobine avec un tube très mince et très petit diamètre. Et là, on a encore beaucoup de plus de difficultés, de possibilités. On peut faire nanoplaquer ça à l'extérieur ou à l'intérieur, ou à l'intérieur et à l'extérieur, ou pas du tout.
Alors, ça montre encore une fois que les possibilités de configurer chaque composant de la coupe de vie est carrément infini. Ça donne un nombre de variables infini. Un nombre de variables infini est complètement inconcevable pour le mental rationnel. Il va juste dire bon, ça pas la peine, ça va pas. Mais heureusement, on a d'autres facultés comme l'amour qui est capable de traiter n'importe quel volume d'informations dans un rien de temps. Dans ce contexte, Monsieur Kesh dit que ce sont les petites choses qui comptent. Parce que si on change un petit, même pas un composant, on change une partie, une particularité d'un composant, ça change tout le système. Donc, ça veut dire, si je veux produire avec la coupe de l'univers un élément très précis, je dois contrôler un nombre illimité de détails que je ne peux pas. Un autre exemple, pourquoi c'est impossible aussi sur le plan physique. Monsieur Kesh a donné l'exemple, vous avez tout fait à peut-être plusieurs magraphes. Vous étiez jamais capable de faire le même magraphe 2 fois. Même le même réacteur, même la même bobine, on n'est pas capable de la faire exactement de la même façon 2 fois. Pourquoi? Parce que premièrement, vous n'allez pas trouver des matériaux qui sont tellement homogénéisés et pasteurisés que c'est absolument, le fil a un diamètre absolument identique et une composition une pureté de cuivre absolument identique tout le long. Ça coûterait une fortune. Et après, faut que vous bobinez ça de la même direction, c'est facile. Mais les spacescapes entre les tours doivent être absolument identiques à celles d'avant et c'est aléatoire. Sinon, vous utilisez une machine. Mais même une machine électrique, elle réagit à des variations de tension, à des variations de courant, etc. Et au-delà de ça, c'est votre état d'esprit qui doit être complètement identique et ça c'est complètement impossible pour nous. On ne peut pas reproduire un état d'esprit identique à un autre qu'on a vécu auparavant. On ne peut pas. Donc, quand on fabrique des coupes de l'univers, il faut faire attention à chaque partie, à chaque détail. Et là, tous les deux sourient parce qu'ils savent très bien que c'est impossible. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, il ne s'agit pas d'être capable de fabriquer la coupe de l'univers parfait. Il s'agit seulement de comprendre comment elle fonctionne. Et de comprendre comment on fonctionne, ça se fait tout seul quand on structure sa conscience. La structuration de conscience, il y a plein de technologies de Grigory Grabovoy qui nous aident à faire ça et c'est tous les discours de jeudi qui nous aident à faire ça, toutes les multiplications que nous faisons tous ensemble les mercredis qui font ça aussi. Chaque fois que vous expliquez à quelqu'un d'autre ça, un truc avec le plasma ou la Science of Eden, ça aide, ça a un effet structurant sur notre conscience.
Pour finir, il a dit encore des choses pour sur le nanoplaquage. Pour expliquer comment ou pourquoi le nanoplaquage est responsable pour déterminer l'environnement. Si vous avez, admettons, un verre avec de l'eau salée, avec un morceau de cuivre et un morceau de zinc matériel, il n'y a rien qui se passe. Parce que c'est tout à fait le plan matériel qui ne bouge pas par lui-même. Ça va rester comme ça. Il y avait des fois des insectes qui vont tomber dedans, des poussières qui vont tomber dedans. L'eau va s'évaporer. Peut-être le sel agirait sur le plan matériel avec la surface du cuivre ou la surface du zinc. Et peut-être il y a quelques interactions très lentes entre les deux plaques de métal, whatever. Mais c'est très lent et on peut dire il n'y a rien qui se passe. Dans le procédé de, si par exemple, par contre, on nanoplaque un matériau, comme le cuivre ou le zinc, le cuivre, qu'est-ce qu'on fait? On charge les molécules de surface de cette pièce de métal avec plus d'énergie magnétique. Ça fait que ça devient noir et ça fait que ça fait plus de distance avec les molécules de la même surface voisine. Vous savez que c'est impossible de faire une seule couche de nanoplaquage. Quand on fait le nanoplaquage et on voit que ça devient noir, c'est 50 000 couches. Un coup. Et parce que le gap est très grand, ça devient noir. Et ça peut attirer, à ce moment-là, conduire l'énergie ambiante à travers et en partie capturer entre les champs le carré rouge ou le conduire plus loin dans la partie matérielle du cuivre pour créer un courant électrique matériel. Donc, de cette façon, si je charge chaque molécule de surface avec plus d'énergie magnétique, il se repousse, c'est-à-dire toute cette entité, fil de cuivre, devient plus énergétique. Il se lève sur un autre niveau énergétique. Pour ça, M. Kesh nous dit, pour ça, l'observation, quand on a des choses qui sont soit nanoplaquées, soit dans un état de GANS, c'est la présence de ces éléments-là vont changer l'environnement donné. Notre corps est de toute évidence fait d'éléments matériels. La surface de notre corps est matérielle. Si on va à l'intérieur de notre corps, juste en dessous la couche épidermis, la couche supérieure de notre peau, ou externe de notre peau, tout l'intérieur de notre corps est dans un état plasmique en forme de GANS. Donc, sur un état d'énergie beaucoup plus élevé. Quand on comme l'exemple au début, on a notre vaisseau avec de l'eau saline, on a une plaque de zinc, on a une plaque de cuivre. Là, on change la bobine de cuivre par une bobine de cuivre nanoplaquée. Immédiatement, l'environnement de cette coupe change. Le sel change d'état matériel en état plasmique ainsi que tous les autres éléments qui y sont présents. Donc, ça veut dire le nanoplaquage fait monter l'état énergétique d'un environnement sur un niveau supérieur. Et ça,
est l'explication pourquoi le nanoplaquage décide sur l'inertie comme on a trouvé avant. Et c'est l'inertie comme on a appris, est responsable pour déterminer la gamme de possibilités de condensation de plasma en matière. Voilà. Et cette inertie transforme un environnement du plan matériel sur le plan des champs, sur le plan plasmique, sur le plan fondamental, sur le plan lumière informationnelle. Comment on va le nommer, pas important. Et on sait que sur le plan matériel, on peut même observer, sur le plan matériel, rien ne se passe. Tout se passe, tous les vrais mouvements, tous les vrais changements s'opèrent tout d'abord et avant tout sur le plan matériel, sur le plan fondamental, informationnel, et après, ces changements recondensent sur le plan matériel et nous percevons ça comme changement si notre perception et notre conscience est assez structurée qu'elle permet à nous de percevoir cela. Voilà, ça c'était un galop à travers les sciences du plasma et sciences des Éden de cette semaine. J'ai assez parlé. Donc, je vous laisse le bijou de Anita Moorjani, Je suis ressuscité. Vous pouvez le lire dans la forme PDF du bulletin. C'est vraiment une très, très belle... Elle écrit qu'elle est morte d'un cancer phase terminale. Elle est tombée dans un coma pour 36 heures. Les médecins pluriels ont prononcé sa mort presque imminente parce que à un moment donné, ses organes étaient en défaillance et elle, dans le coma, elle est allée de l'autre côté. Le niveau fondamental, son âme, la sphère divine, on peut dire. Et là, elle a expérimenté des choses qui ont fait qu'elle voulait revenir. Au départ, elle ne voulait pas. Et la façon comment elle exprime, ça nous donne beaucoup d'éclaircissements d'une expérience vécue, des choses qu'on parle ici plus, soi-disant, un peu théoriquement. Vous comprenez? Donc, cette histoire, ça peut être feuilleton, mais au fond, si on la prend vraiment l'essence de son histoire, ça nous donne beaucoup d'appui que oui, ça peut être vrai, parce qu'une personne a vécu ça qui est comme nous. Elle ne diffère pas de nous en rien, sauf cette expérience-là. Et de cette manière-là, lire ce texte-là peut nous préparer, aider nous préparer à vivre, à atteindre, si on veut, le même état, parce que chaque petit plus qu'on croit, oui, ça peut être vrai. Chaque petit pas vers un peu plus de véracité acceptée par nous-mêmes nous aide à nous rendre. Donc, qu'est-ce que c'est cette école-là? C'est une école dans laquelle nous retrouvons. C'est une école qui nous fait rappeler notre origine. C'est une école dans laquelle nous avons un seul devoir, nous prouver à nous-mêmes, tous, qu'il est nécessaire pour devenir
le bras droit de Dieu. Voilà. Avec ça, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration à cette magnifique multiplication qu'on a fait ensemble. Je vous ai bien senti et je vous remercie de votre attention et de votre amour et je vous laisse le microphone pour vos commentaires ou questions.